Bonjour à tous et à toutes. Nous continuons maintenant avec le volet psychologie, avec l'apprentissage. Qu'est-ce qui fait qu'un comportement est instinctif? C'est souvent parce que c'est un comportement inné non appris. Puis ça, c'est plus appliqué au niveau des animaux puis des insectes. Mais chez les humains, presque tous nos comportements sont appris. Par définition, c'est tout changement relatif permanent du comportement qui se produit à cause de l'expérience. L'apprentissage simple, ça c'est l'habituation. C'est une forme simple d'apprentissage par laquelle la présentation répétée d'un stimuli entraîne automatiquement une diminution de la réponse. Mettons, à toutes les nuits, le train passe, puis au fur et à mesure, on l'entend plus se réveiller. En termes techniques, ça veut dire, donc, la répétition du stimuli. Le train ne provoque plus de réponse. Ça veut dire le réveil. Il y a l'apprentissage aussi par association. Ça signifie une association entre les stimuli et des comportements. Autrement dit, des réponses. Qu'est-ce qu'un comportement? Un comportement, c'est une procédure qui amène un organisme à s'adapter, à adapter un comportement dans une situation où il ne le faisait pas auparavant ou inversement. Le conditionnement classique, répondant. L'apprentissage impliquant une association entre un stimuli inconditionnel et un stimuli neutre, déclenchant une réponse conditionnelle. C'est un peu l'exemple du chien de Pavlov. Par exemple, t'as un stimuli neutre, c'est-à-dire le bruit d'un ouvre-boîte, qui donne aucune réponse. T'as un stimuli inconditionnel, le ton, qui donne une réponse inconditionnelle, miam miam pour un chat. Association donc d'un stimuli neutre et d'un stimuli indirect. Donc le stimuli conditionnel, bruit d'un ouvre-boîte, donc réponse conditionnelle, le chat vient nous voir. Le conditionnement classique fait partie des apprentissages de la vie de tous les jours. Il joue un rôle important dans nos réactions émotives à l'égard d'objets, de symboles, d'événements, de lieux, de stimulation auditive, comme par exemple des sirènes. Il explique les peurs et les phobies, le dégoût de certains aliments ou des boissons alcoolisées, etc. Conditionnement opérant, instrumental. L'apprentissage impliquant une association entre un comportement et une conséquence, c'est-à-dire qu'un comportement a plus ou moins de chances de se manifester selon les conséquences qu'il entraîne. Les composantes du comportement opérant. T'as le renforcement positif. Ça, c'est ajouter quelque chose d'agréable pour que le comportement se répète. Puis t'as le renforcement négatif. C'est enlever quelque chose de désagréable pour que le comportement se répète. T'as la punition positive. Ça, c'est qu'on ajoute quelque chose de désagréable pour que le comportement ne se répète pas. Puis t'as la position négative. C'est enlever quelque chose d'agréable pour que le comportement ne se répète pas. Le comportement opérant, ça fait partie des apprentissages de la vie de tous les jours. On le voit beaucoup avec l'éducation des enfants, que ce soit à la maison, en garderie, à l'école. Il est aussi utilisé dans le milieu du travail puis dans nos relations sociales. Notre sens du savoir-vivre, les bons comportements sociaux, ça vient de ce type d'apprentissage. Qu'est-ce qui est le plus efficace? Renforcement ou la punition? Évidemment, c'est le renforcement. Pourquoi? Parce que la punition est efficace si elle est juste, constante et justifiée, ce qui n'est pas nécessaire avec le renforcement. Comment doit-on procéder si on vise un comportement précis? Il faut renforcer dès que cela est possible le comportement désiré, au lieu de toujours punir ce qui ne va pas. On doit accorder plus d'importance à ce qui va bien. Il y a aussi ce qu'on appelle le façonnement. Ça, c'est une procédure employée pour accélérer l'émission de la première réponse désirée. Il s'agit de renforcer progressivement les comportements jusqu'à l'atteinte du comportement désiré. Il y a aussi les apprentissages cognitifs. Ça tient compte des comportements aussi des cognitions, des processus mentaux, comme la pensée, les croyances, les jugements, les perceptions avec l'apprentissage. T'as l'apprentissage par observation de modèles. Ça, c'est acquérir des connaissances en observant le comportement des autres. Cette théorie explique que l'environnement façonne l'individu, mais ce dernier n'est pas nécessairement passif. Il est doté d'un cerveau qui lui permet de réfléchir et de faire des choix. Il devient alors acteur de son apprentissage. Donc, t'as l'observation in vivo qui a plus d'influence, mais l'observation par l'entremise de la TV a aussi beaucoup d'influence. Exemple d'apprentissage par observation, t'as t'habiller, manger avec des ustensiles, boire dans un verre, se coiffer, se laver, etc. T'as l'apprentissage latent. Ça, c'est l'apprentissage qui se manifeste pas tant qu'il n'est pas sollicité. Bref, c'est un apprentissage par observation qui est latent en nous. C'est-à-dire qu'on apprend sans s'en apercevoir réellement. Et lorsqu'on doit exécuter le comportement en question, on est surpris de le savoir, de le connaître, de le maîtriser.
Fait que c'est pour ça qu'il est latent. Jusqu'à ce qu'on en ait les besoins, qu'on l'utilise. Le renforcement dit plutôt influe aussi sur le pouvoir. Les bases du pouvoir selon le renforcement. La relation entre le statut hiérarchique et les bases du pouvoir. Gérard Ouimet organise le schéma des sources du pouvoir en 4 catégories. Il prend les bases en fonction de la théorie comportementale en psychologie, soit dans le renforcement positif ou négatif. En exerçant un pouvoir de récompense, la cible acquiert, c'est un pouvoir de récompense. C'est la même chose avec le pouvoir d'information. Pour ce qui est de la punition, il y a donc le pouvoir de coercition. Puis ça, on voit ça très souvent dans la société, en fait. L'État, le gouvernement en place, démontre plusieurs types de pouvoirs dans l'exercice de ses fonctions. Donc, pose déjà un problème en partant. Pourquoi? Parce qu'il procède à un mélange audacieux entre la récompense et la punition via l'information. Fait que la réponse de la cible, autrement dit nous, se trouve à être mélangée puis ne pas avoir la réaction escomptée. Fait que le renforcement influe aussi sur les comportements de groupe. Il y a la filiation. Ça, c'est adhérer à un ou des individus. T'as quelques avantages d'être en groupe, comme atteindre un but plus facilement, acquérir des connaissances, combler des besoins psychologiques et sociaux. Exemple, affection, sécurité, divertissement, etc. Établir notre identité aussi. C'est d'être écrit comme un membre d'un groupe ou d'une collectivité, etc. Structure du groupe. Son rôle, sa fonction, c'est que c'est chaque individu qui exerce dans le groupe. Le statut, c'est la position qu'occupe un individu dans une hiérarchie. Quels effets d'une forte cohésion? Exemple d'effet positif, t'as une meilleure collaboration puis t'as plus d'influence, t'as un meilleur respect des normes du groupe, etc. Un exemple d'effet négatif, tu négliges le travail accompli. La présence des autres par rapport au rendement. T'as la facilitation sociale. Ça, c'est un effet positif de la présence des autres sur la performance. Puis t'as la paresse sociale. Ça, c'est tendance à fournir moins d'efforts lorsque la tâche est effectuée en groupe plutôt qu'individuellement. C'est sûr que les termes techniques en psychologie peuvent être très compliqués. Fait que n'hésitez pas à aller vérifier les termes pour davantage d'informations pour que ce soit plus clair. Pour vous. Et assurément. Merci d'avoir écouté cette vidéo. À la prochaine pour davantage d'informations psychologiques.